Les merveilleuses aventures de Kalon par ASP Explorer. Kalon et la sorcière sombre. Chapitre 5, où l'on se rend compte que la mort n'est qu'illusion, mais pas forcément. La haute salle, soutenue par 2 rangées de piliers carrés aux chapiteaux ornés de glyphes cabalistiques, était baignée d'une lueur rouge d'origine inconnue, dont un observateur attentif aurait pu se convaincre qu'elle pulsait faiblement au rythme d'un cœur humain. Le sol était encombré d'un indescriptible capharnaüm de meubles, planches, coffres, ustensiles de cuisine et outils de diverses professions, vases et poteries parfois ébréchés, et autres objets de valeur variable entassés en dépit du bon sens, sans doute pour faire croire à un pilleur de tombes néophyte que l'endroit avait déjà été visité par un collègue, bien qu'en réalité la ruse fût connue de tout voleur sachant un peu son affaire. Sur la gauche, la pièce s'enfonçait en pente douce sur une vingtaine de pas, jusqu'à une alcôve creusée dans la pierre et occupée par un large autel d'obsidienne, ou d'une autre pierre au reflet laiteux, qui soutenait un lourd sarcophage de bois doré et richement décoré. Les murs et les plafonds disparaissaient sous des fresques et des tentures représentant des animaux, des fleurs et diverses scènes évoquant le passage de la vie à la mort, la vanité des biens terrestres et autres fadaises. Melgo reconnut avec nostalgie dans le décor de cette chambre mortuaire des motifs qui lui étaient familiers et qui ne pouvaient provenir que de la prodigieuse culture du millénaire empire de Ptah. Il reconnut aussi avec un enthousiasme plus modéré l'écriture secrète des très redoutables sectes sorcières qui furent des siècles durant le fléau de son pays natal. Par contre, il ne reconnut pas les 4 hommes qui avaient fait irruption dans la crypte en même temps qu'eux, par une porte située juste en face, à une dizaine de pas. Le premier était un individu voûté, marron de crasse, vêtu de guenilles, si repoussant qu'on eût été bien en peine de lui attribuer un âge. Une lueur de folie et d'exaltation brillait dans ses petits yeux enfoncés. Le second avait la face bouffie de cicatrices ou de scarifications, ou des deux. Il était torse nu et sa bedaine cachait mal une musculature puissante. Le troisième était fort maigre, d'une laideur effrayante, quelques coups d'épée lui ayant sans doute jadis ôté l'œil droit ainsi qu'une partie de l'arcade sourcilière et de la pommette, donnant à son visage une asymétrie des plus déplaisantes. Le quatrième enfin avait sans doute payé les 3 autres, à en juger par la richesse de sa mise et l'importance de son embonpoint. « Ah, malédiction, Benahem !» s'écria Saboun dans un souffle. « Saboun, j'aurais dû m'en douter, fils de chienne !» lui répondit le gros homme au double menton mangé par un collier de barbe noire et huileux. Sa voix de fausset était particulièrement désagréable. « Tu traites ma mère de chienne, toi dont la mère vendait son cul pour 3 pièces de cuivre à la caserne de la Tour des Pendus? Ta mère était si velue qu'on l'appelait la guenon !» rétorqua Benahem. « Ta mère avait une queue et des moustaches !» s'écria Saboun. « Ta mère est bourrienne !» hurla Benahem. « Blonk !» répondit le couvercle du sarcophage en touchant le sol. « Ta mère mangeait des... » s'interrompit Saboun. 7 têtes tournèrent lentement sur leur colonne vertébrale en produisant un désagréable crissement cartilagineux, et 6 paires d'yeux et demi avisèrent l'alcôve en contrebas. Le couvercle massif gisait donc par terre, et un bras livide et décharné pendait en dehors, tandis que le torse du mort se redressait. Sur sa poitrine, sous son autre bras, reposait un lourd codex relié de cuir clair et épais, aux ferrures d'or délicatement ciselées. Il tourna ses yeux mi-clos vers les intrus dont la pilosité se redressait à mesure que, curiosité de la biologie humaine, leurs organes génitaux rentraient autant que possible à l'intérieur de leur corps. Un ange passa. Un drôle d'ange à la peau rouge, aux yeux enflammés et aux ailes de chauve-souris. Et alors, dans l'air de la crypte soudain glaciale, résonna une voix métallique semblant provenir d'au-delà des portes de l'enfer. « Qui ose troubler le sommeil de Vilader Benesh Davardassim de Fench, archiprêtre de Boagza, gardien des clés de Devilsnar ?» Nul, bien sûr, ne répondit. Sur les 7 personnes présentes, 6 se sentirent collés au sol. Tous avaient le sentiment que la meilleure attitude consistait à courir vers la sortie en hurlant de terreur,
et à quitter au plus tôt la ville, sinon le continent. Mais bizarrement, aucun ne parvint à se faire obéir de ses jambes. L'un des Arsouilles de Benahem ne parvint d'ailleurs même pas à se faire obéir de son sphincter. Tous auraient été soulagés si quelque événement imprévu avait pu troubler la scène, comme un séisme, une éruption volcanique ou l'irruption d'une danseuse du ventre. Mais rien de tout ceci ne survint pendant les 3 siècles que ce silence de plomb leur parut durer. Cependant, l'un des hommes avait gardé son sang-froid et son esprit critique. C'était Melgo, dont la bravoure était habituellement sujette à caution, mais qui, se trouvant dans un coin de la salle et jouissant d'une vue perçante, avait seul remarqué derrière le dos du cadavre, comme un bâton tenu par une main menue. Il avait alors discrètement empoigné une bobèche qui traînait à hauteur de ses mains, et après avoir longé le mur sur quelques pas afin d'avoir un angle de visée convenable, avait lancé l'objet avec force. Il frappa avec un petit gong le crâne d'une toute jeune fille qui s'effondra immédiatement, laissant choir le système de perche qui soutenait le mort et une boîte de fer blanc qui roula quelques secondes. En un éclair, toute l'assistance comprit le subterfuge, et ce fut la cohue.